Bienvenue sur le podcast Infrastructure et Développement. Je suis Mamoudou Bokoum, votre hôte dans ce podcast dédié aux enjeux de développement des infrastructures en Afrique. Dans ce 6e épisode, nous abordons les enjeux majeurs du transport de marchandises en Afrique. Cet épisode est diffusé en 2 parties. Dans la première partie de cet épisode, nous apportons des réponses aux questions clés suivantes. Quelle cartographie peut-on faire de la chaîne de valeur pour le transport de marchandises en Afrique? Quels sont les principaux acteurs dans cette chaîne de valeur et leurs principaux intérêts? Quels sont les enjeux majeurs pour le secteur du transport et de la logistique en Afrique? Et pour finir, quelles sont les conséquences des récentes crises sur le secteur du transport et de la logistique en Afrique, notamment le Covid et la guerre en Ukraine? Dans la deuxième partie de cet entretien, nous aborderons les enjeux liés au coût logistique total, les initiatives actuelles dans le secteur transport et logistique dans le continent, les enjeux climatiques ou encore la récente transaction entre Bolloré et MSC. Pour répondre à ces questions, nous avons donné la parole à Denis Cordel. Denis est ingénieur des arts et métiers avec plus de 30 ans d'expérience en Afrique, en opérations portuaires et logistiques. À travers sa boîte unipersonnelle d'Atopie, il met actuellement à disposition son expertise acquise grâce à une expérience dans 31 pays d'Afrique et 35 ports dans le continent. Denis a été le directeur général Afrique de Sea Invest, le directeur général de Necotrans Congo et également le directeur général de Polytra Africa. Il est également co-auteur de quelques publications dans le secteur transport et logistique, dont la dernière est Les ports secs, outils d'accélération socio-économique. Bonjour Denis. Bonjour Mamoudou. Merci encore de nous rejoindre pour cet épisode qui va être notre introduction, on va dire, au secteur de transport, principalement au secteur de transport, on va dire, de marchandises. Avant de démarrer, j'aimerais bien que vous présentiez brièvement votre structure, votre cabinet, on va dire, d'Atopie et les services que vous offrez. Merci Mamoudou. Mon cabinet est un cabinet intuitu personné. Je suis le seul et unique acteur de ce cabinet qui est basé en fait sur mon expérience africaine. En quelques chiffres, c'est pratiquement 30 ans d'Afrique, 31 pays, dont 6 dans lesquels j'ai vécu, et la connaissance de 35 ports africains. Et donc c'est cette connaissance-là que je mets au service sur la logistique maritime, portuaire, terrestre et aérien, en particulier pour des fonds d'investissement, des cabinets d'études et d'ingénierie, des entreprises industrielles ou de logistique qui soit veulent développer leurs implantations ou s'implanter en Afrique, où je leur apporte aussi une dimension non seulement de la connaissance de la logistique, mais aussi du management interculturel. Comme je dis toujours, je vais peut-être pas vous dire ce qu'il faut faire, mais je vais essayer au moins de vous dire ce qu'il faut pas faire pour s'imprégner des réalités africaines et de la manière dont on doit se comporter et monter ses business pour être efficace dans la durée. Voilà, donc je travaille avec bon nombre d'acteurs de tous les pays. Je suis actuellement basé sur Abidjan, peut-être demain basé ailleurs, mais actuellement sur Abidjan. Ce qui facilite un petit peu les contacts. Donc voilà très rapidement, très brièvement présenter ma structure. Merci Denis, et je précise effectivement au CNCPCS où je travaille, on a déjà fait appel à vos services dans des projets portuaires et logistiques, et naturellement avec beaucoup de satisfaction. Et je pense que cet aspect effectivement de connaissance du contexte local, comme vous l'appelez, management interculturel, est très important effectivement quand il s'agit de faire du business en Afrique. Juste peut-être pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, j'aime bien, on va dire, avoir cette vision, on va dire, graphique quand je parle de certains sujets. Pour le transport de marchandises, on va dire, en Afrique, si vous pouviez décrire, on va dire, présenter la chaîne de valeur, pour juste que les gens puissent voir un peu qu'est-ce qui se passe du début à la fin, peut-être en prenant exemple sur des commodités bien précises. Qu'est-ce que vous considérez aujourd'hui étant la chaîne de valeur, on va dire, pour le transport de marchandises en Afrique? Alors, oui, alors là-dessus, en fait, la chaîne de valeur, elle est toujours la même, que ce soit à l'import ou à l'export. On rentrera un peu dans le détail. C'est globalement, il y a
il y a un prix d'achat et de production d'une matière à un endroit donné, à l'endroit où elle est produite. Il y a toujours un préacheminement. Il y a un fret et des assurances. Et il y a un post-acheminement. C'est les grandes étapes avec au milieu de tout ça un aspect financement de cette chose-là, sachant qu'en fait, il y a toujours que 5 opérations de base qui se mettent les unes derrière les autres dans une chaîne logistique. C'est du stockage, de la manutention, du transport, du changement de conditionnement et du changement de statut. Et toute chaîne logistique n'est qu'une accumulation de ces choses-là. Avec 3 flux, il faut toujours penser en logistique. On pense toujours en logistique au transport, c'est-à-dire à des flux physiques de marchandises. Mais il y a 2 autres flux qui sont tout aussi importants, qui sont le flux documentaire et le troisième, le flux financier. Les incoterms, les préfinancements, etc. Et donc, voilà, ça c'est traité de manière globale. Alors, si on veut rentrer un petit peu dans le détail, si on prend par exemple, je vais prendre l'exemple de produits qui sont importants pour le pays, dans le pays où j'habite, qui est la Côte d'Ivoire, c'est par exemple à l'export le café cacao. On a effectivement un achat borchant, ce qu'on appelle un achat borchant, c'est-à-dire qu'il y a des négociants qui vont acheter le cacao au bord des champs, ils doivent le transporter, ils doivent ce qu'on appelle l'usiner, c'est-à-dire déjà le préparer, le calibrer, le sécher, etc. Et ensuite, il y a le préacheminement, c'est-à-dire un transport à la zone portuaire. Et là, on va avoir, dans le pré- et post-acheminement, qui sont les étapes les plus complexes en termes documentaires, avec un nombre d'intervenants important, on va avoir du conditionnement, c'est-à-dire de l'empotage, on va avoir de la réception en entrepôt, de l'empotage, on va avoir des traitements phytosanitaires, du calibrage, du conditionnement, du pesage, on va avoir tout un circuit documentaire auprès des administrations, des douanes, du conseil café-cacao. On va avoir ensuite des taxes de port à payer, on va avoir de la manutention de terre, on va avoir de la manutention de bord. Et au milieu de tout ça, il y a plein d'acteurs. On en parlera certainement un peu plus tard, mais il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en ligne de compte dans ce système. Et ce qui est important et ce qui est souvent complexe, c'est pour ça qu'il y a des intermédiaires, c'est que l'exportateur ou les exportateurs sont souvent des gens qui ont pas la dimension financière pour assurer la trésorerie, le temps d'exporter leurs produits. Donc, l'ensemble des exportateurs vont faire appel à des systèmes de préfinancement, ce qu'on appelle du nantissement ou de la tierce détention. En anglais, un collateral management agreement qui permet de se faire payer une partie de ses exportations avant que la marchandise soit arrivée à l'autre bout, sans que pour cela, le réceptionnaire prenne un risque financier. Donc voilà, donc dans la chaîne de valeur, il faut toujours penser les 5 opérations de base, du stockage, des manutentions, des transports, des changements de conditionnement et des changements de statut. Et pour chacune de ces opérations, 3 flux. Flux physique, flux documentaire, flux financier. Et quand on modélise une chaîne de valeur comme ça, on voit rapidement où se situent les goulots d'étranglement, les points clés lorsqu'on veut faire de la logistique. C'est très intéressant et je pense effectivement c'est très imagé et c'est très clair. Euh, et du coup, effectivement, vous l'avez brossé tout à l'heure, on imagine clairement que chaque partie, on va dire chaque étape de cette chaîne de valeur, on peut retrouver des acteurs différents. Et pourriez-vous nous introduire un peu les différents acteurs, on va dire, qu'on retrouve dans cette chaîne de valeur-là et éventuellement, quels sont leurs intérêts pour chacun de ces acteurs? Alors, oui, on va essayer d'être un petit peu, d'avoir un peu de logique. On va partir de la mer et aller vers la terre. On a d'abord la partie du fret et du connaissement maritime. Donc là, on va avoir affaire à un armateur et à son représentant, qu'on appelle un agent consignataire, qui donc représente l'armateur dans un pays donné. C'est auprès de lui que le chargeur va booker pour l'export ou va échanger son connaissement maritime à l'import pour pouvoir récupérer sa marchandise ou réserver un emplacement sur un navire. Donc on a, alors l'armateur, généralement, on a peu de contact à terre directement avec lui, on a contact avec son agent consignataire. Ensuite, au niveau de l'entrée et de la sortie du port du navire,
Là, généralement, c'est l'entité du port autonome, avec principalement les services de la capitainerie, qui vont organiser tout le mouvement du navire avec des opérations de pilotage du navire, de remorquage du navire, de lamanage. Alors, le lamanage, c'est un terme un peu technique, c'est les services qui servent à amarrer le navire à quai. Donc ça, c'est vraiment les services au navire. Ensuite, on a les services au navire qui concernent la manutention. Donc, on va avoir soit des opérateurs de terminaux, soit des manutentionnaires, selon le type de navire. Donc, on a des terminaux, ça peut être des terminaux à conteneurs, mais ça peut être aussi des terminaux vraquiers, des terminaux pétroliers, puisqu'on est aussi dans la vision globale. Toujours important de savoir, il y a 5 catégories de marchandises qui vont déterminer le type de navire, le type d'opération. Les 5 catégories de marchandises, c'est les vracs liquides, les vracs solides, les marchandises diverses, les containers et les marchandises roulantes, qu'on appelle plus communément le ro-ro. C'est les 5 catégories de marchandises. Alors on peut dire que si on va vraiment au bout de la logistique, il y a une 6e catégorie qui ne sont pas vraiment des marchandises, ce sont les êtres vivants. Ça peut être des animaux, ou on peut appliquer la même chose sur les passagers, mais on peut difficilement éthiquement parler de marchandises dans ce cas-là. Ensuite, on a tout le traitement administratif d'une marchandise, qu'elle soit à l'import ou à l'export. C'est-à-dire qu'on va avoir affaire aux douanes, au conseil des chargeurs, au commerce extérieur, et en fonction des typologies de marchandises, on va avoir un certain nombre d'organismes qui interviennent, tels que le phytosanitaire, les services vétérinaires, les eaux et forêts pour le bois. Il y a tout un tas d'organismes pour chaque catégorie de marchandises qui peuvent intervenir. Pour faire toutes ces opérations de traitement administratif, on a un autre typologie d'intervenants qui sont les transitaires, on appelle aussi commissionnaires agréés en douane, qui vont généralement à qui le chargeur ou l'expéditeur fait appel justement pour gérer toute cette complexité et cette grande partie de documentation qui est nécessaire. Et on a même ce qu'on appelle aussi, alors souvent les gens ne font difficilement la différence, le commissionnaire de transport. Le commissionnaire de transport, c'est quelqu'un qui est capable d'organiser le transport de bout en bout. C'est-à-dire qu'il peut aussi organiser le fret, il peut aussi organiser le post ou pré-acheminement dans le pays d'origine ou de destination. C'est quelqu'un qui va un peu plus loin que les services d'un simple transitaire. Et après, on a encore d'autres acteurs. Si on reprend nos opérations de base, on a les acteurs de l'entreposage, donc qui sont des entrepositaires, des gens qui ont des entrepôts, mais certains font pas simplement de l'entreposage, ils vont faire de l'empotage ou du dépotage. On appelle ça généralement des CFS, Container Freight Station, en tout cas pour ce qui est empotage de containers, ou des ICD, donc des Inland Container Depot pour ce qui est des containers, et on peut aller même jusqu'au port sec, l'opérateur de port sec, donc souvent c'est des opérateurs privés qui gèrent ce genre de choses. Et enfin, on a des transporteurs terrestres ou ferroviaires, puisque sur une chaîne logistique de bout en bout, depuis le lieu de production au lieu de destination, dans le pré-acheminement, on a généralement un transport qui est terrestre, qui peut être fluvial d'ailleurs aussi, dans certains pays, on a du transport fluvial. Donc voilà un petit peu, donc on s'aperçoit qu'on a quand même un grand nombre d'opérateurs avec beaucoup d'interfaces entre eux. Chacun a besoin de documents en entrée pour faire sa partie, et a besoin des documents des autres, il va émettre des documents qui vont servir à l'étape suivante. Donc c'est pour ça que généralement le transitaire et ou le commissionnaire de transport jouent ce rôle d'assurer la coordination, et ils connaissent parfaitement dans quel ordre et quel type de documents il faut pour pouvoir réaliser sans encombre toutes les opérations. Merci Denis, et je pense effectivement à cette approche, on va dire, de cartographie permet facilement d'identifier là où on peut trouver aujourd'hui des goulots d'étranglement. Et j'aimerais effectivement aller vers ça, en essayant un peu d'identifier les enjeux majeurs pour le secteur du transport en Afrique. Je sais que la question est certainement très large et on peut identifier les divergences en fonction du pays et en fonction effectivement du type de marchandises. Mais de par votre expérience, on va dire en Afrique, est-ce qu'il y a aujourd'hui 3 ou 4 grands enjeux qu'on peut vraiment voir qui se répètent dans plusieurs pays en termes de transport de marchandises? Oui, alors
en termes de transport marchandises, il y a que deux indicateurs qui sont réellement importants, hein, c'est le coût et le délai. Et généralement, l'un est lié à l'autre. Donc, si on revient à nos trois flux, les indicateurs de performance de la logistique, c'est que pour chaque étape, on va regarder le coût et le délai. Alors, quels sont les grands enjeux? Ces grands enjeux, pour moi, il y a 4 grands enjeux. Je parle spécifiquement sur le continent africain. Il y a d'une part tous les enjeux de digitalisation et de dématérialisation. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un gros travail documentaire et très souvent, le délai de traitement des flux documentaires est plus long que le délai de traitement des flux physiques, ce qui fait que les marchandises sont stockées. Et lorsqu'elles sont stockées, on paye des pénalités de stationnement. Et donc la digitalisation et la dématérialisation des flux documentaires, avec ce qu'on appelle des PCS ou des CCS, donc Port Community System ou Cargo Community System, sont un vrai enjeu parce qu'ils vont avoir un impact fondamental sur le coût et donc les délais d'approvisionnement. Si je prends un exemple, dans les ports d'Asie du Sud-Est, le temps de séjour des containers dans un port se compte en heures. Malheureusement, en Afrique, dans beaucoup de ports, ça se compte en semaines. Dans le meilleur des cas, en jours, mais en semaines. Donc et c'est principalement dû à des problèmes documentaires. Mais cette digitalisation, elle entraîne un changement profond des manières de travailler en Afrique, où le contact humain, l'échange du papier avec le coup de tampon et tout ce que ça peut malheureusement impliquer dans certains cas de tentation, de corruption ou de facilitation, fait que la digitalisation rencontre malheureusement souvent beaucoup de difficultés et de résistance au changement. En plus, les différents acteurs, que ce soit les douanes, le commerce extérieur, les ports autonomes, tout le monde pense qu'il est de son devoir d'être celui qui va maîtriser cela. Et très souvent, il y a des problèmes de coordination entre les autorités ministérielles compétentes, de façon à savoir qui va et comment ça va se gérer. Et on se retrouve dans certains pays avec, normalement, on devrait avoir un guichet unique, puisque par définition, s'il est unique, c'est qu'il n'y en a qu'un, et il y a un bon nombre de pays où il y a plusieurs guichets uniques, et finalement, on a rajouté des couches au lieu de régler les problèmes. Donc c'est un vrai sujet, cette digitalisation. Mais beaucoup de ports et de pays ont lancé, sont en cours. Tout le monde a pris conscience de l'importance de cela. Le deuxième point, c'est l'amélioration des infrastructures sur les corridors. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de stratégie de développement portuaire, et là je citerai l'ancien directeur général du port autonome de Pointe-Noire, Jean-Marie Agnelé, qui disait « Lorsqu'on parle de stratégie et de développement portuaire, il ne faut pas regarder la mer, il faut regarder la terre. » Et c'est fondamental parce qu'un port, même si on fait des gros investissements, des quais magnifiques et qu'on est capable de recevoir des gros bateaux, si on n'est pas capable d'amener la marchandise ou de l'évacuer, ça ne sert à rien. Donc, et la gestion de l'interface entre le port et les destinataires finaux des marchandises à l'export comme à l'import, et le traitement donc des goulots d'étranglement est un vrai sujet majeur. Et ça amène le troisième point, qui est les problèmes de congestion et de relations ville-port. On est en Afrique au stade où les villes se sont développées autour des ports, parce que les ports apportent énormément d'économies, donc les villes se sont développées autour des ports et finissent par étouffer le port. Et on se retrouve avec des ports qui sont congestionnés, on n'arrive plus à accéder, les gens de la ville, eux, n'arrivent plus à circuler, et on arrive à des situations qui sont assez dramatiques dans bon nombre de pays d'Afrique. Donc la décongestion, il y a plusieurs manières de la gérer, et des fois on peut jouer sur plusieurs de ces solutions. Il y a effectivement des mesures d'urbanisme, faire des routes spécifiques, de faire passer les camions que la nuit, etc. Mais bon, ça a une limite. Le deuxième axe stratégique, c'est développer les ports secondaires dans les pays qui en ont un ou qui peuvent en avoir un, de façon un peu à répartir
la charge de congestion, pas sur un seul port, mais sur plusieurs. Ça veut dire qu'il faut aussi des infrastructures routières de connexion derrière. Et la troisième solution, c'est créer des nouveaux ports, ex nihilo, ce qu'on appelle les ports greenfield. Si on prend l'exemple du Sénégal, Mamoudou, vous connaissez bien, parce que vous êtes basé là-bas, c'est le port Bargny Ndayane, parce que Dakar, en plus, c'est le port de Dakar, et dans une presqu'île qui est au bout d'une presqu'île qui est au bout d'une presqu'île. Donc on est vraiment dans la situation la pire. Abidjan, ça va être le développement de San Pedro. Lagos, ça va être la création de l'Eki. Le Cameroun a créé Kribi. Voilà, il y a plein de solutions. Il n'y a pas qu'une seule solution, c'est souvent un ensemble de solutions. Donc ce troisième sujet, la relation ville-port et la décongestion, est fondamentale. Et la dernière, qui est un petit peu liée, on l'a déjà un petit peu abordé, c'est l'interconnexion des corridors. Quand on parle des objectifs de réduction de la pauvreté, on s'aperçoit que c'est toujours les gens qui sont le plus loin des ports ou des routes qui sont les plus pauvres, parce que tout coûte cher et est difficilement accessible. Donc, et on s'aperçoit beaucoup qu'une manière générale en Afrique, la plupart des pays n'ont qu'un seul corridor pour se connecter aux marchés internationaux. Certains en ont deux, je prends l'exemple du Mali par exemple qui lui en a deux, Burkina aussi, mais bon, le Tchad par exemple en a qu'un. Il y a bon nombre de pays qui sont en fait un peu pieds et poings liés avec un corridor. Et donc dès qu'on a un problème logistique sur ce corridor, eh bien tout est coincé et ça a des impacts majeurs sur l'économie du pays. Donc, interconnecter les corridors, si on prend l'exemple de l'Europe, des États-Unis ou de l'Asie du Sud-Est, si un port est un peu coincé, on peut accéder par un autre port et on va toujours avoir des routes, on va toujours pouvoir retrouver sa destination finale. C'est malheureusement pas souvent le cas en Afrique. Donc, c'est pouvoir offrir des choix alternatifs aux pays des Interlandes de façon à avoir une moindre dépendance et une réduction de la pauvreté. Donc voilà les 4 sujets. Donc en résumé, digitalisation, dématérialisation des flux documentaires, amélioration des infrastructures pour réduire les délais et les coûts, parce que les camions s'abîment, congestion et relations ville-port, création de nouveaux ports, développement de nouvelles structures, et interconnexion des corridors. Pour moi, c'est les 4 grands défis des 2 décennies à venir. Merci beaucoup, Denis. Et j'aime bien cette formule. La stratégie de développement portuaire se fait en regardant la terre par la mer. J'ai un doyen ici au Sénégal, le doyen Nyankou, qui aime bien dire, lui, que la bataille à la mer se gagne à la terre. Et je pense que ça dit à peu près la même chose. Et juste avant de finir cette première partie, j'aimerais bien quand même aborder avec vous aujourd'hui les enjeux un peu des crises actuelles sur le transport en Afrique. On a vu vraiment pas mal de crises et qui ne sont toujours pas finies. Il y a d'abord eu le Covid, les gens n'ont pas fini de s'en sortir et maintenant il y a cette guerre entre l'Ukraine et la Russie et ça notamment impacte, on va dire, le transport de marchandises voilà, vers l'Afrique. Quelle est votre appréciation et vraiment un avis sur cette partie-là, sur cette crise-là? Alors en fait, on a accumulé presque en 2 ans et demi 3 crises. Il y a effectivement la première qui était la crise du Covid, où d'un seul coup, les circuits normaux d'approvisionnement des marchandises fonctionnaient plus. Donc ça a beaucoup désorganisé. Ça a fait grimper les taux de fret. Alors c'est pas le début de la crise qui a fait grimper les taux de fret, c'est quand la première partie de la crise s'est terminée. Des pays comme les États-Unis, ils avaient fonctionné en diminuant leur stock de biens. Et donc, quand ça a redémarré, non seulement l'économie est repartie, mais en plus, il fallait reconstituer les stocks. Donc, les armements, pour répondre à la demande, ils ont privilégié les routes Asie-Pacifique. Et donc, ils ont commencé à récupérer les containers vides parce qu'ils avaient une demande très forte. Et on est arrivé à une situation où, à un moment donné, les bateaux ne venaient même plus accoster dans certains ports. Ce qu'on appelle les blank sailing, c'est-à-dire que les armements sautaient des ports parce qu'ils géraient leurs priorités. C'est des entreprises privées et elles gèrent leurs priorités. Parallèlement à ça, on a eu aussi le blocage du canal de Suez. Vous savez, les lignes maritimes, en particulier les lignes conteneurisées, il y a des navires c'est un peu comme le métro, les lignes, elles se suivent tous les 8 ou 10 jours.
Donc les bateaux sont les uns derrière les autres à 8 ou 10 jours. Puis là, d'un seul coup, tous les bateaux sont retrouvés les uns derrière les autres. Et pour rétablir les flux, ça demande énormément de temps. Ça a entraîné des congestions dans certains ports, en particulier aux États-Unis. Long Beach a été complètement saturé, à tel point qu'il n'y avait même plus assez de mouillage pour que les bateaux stationnent, et les bateaux sont obligés de tourner en rond, faire des ronds dans l'eau, en attendant d'avoir de la place, ne serait-ce que pour jeter l'ancre, avant même d'aller descendre. Et puis maintenant, il y a le troisième aspect, qui est la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui, elle, a un impact, on commence à le ressentir, mais il va être il risque de poser quand même de sérieux problèmes. C'est en particulier sur les importations de certaines marchandises. La CNUSED a sorti une petite étude là il y a quelques jours qui est assez intéressante, qui est téléchargeable gratuitement, en partie sur le blé. On s'aperçoit qu'il y a certains pays d'Afrique qui étaient à 100% dépendants de Russie et Ukraine pour leur approvisionnement en blé. Donc les prix du pain augmentent, voire on commence à avoir des pénuries de pain. Et plus gênant pour moi encore, c'est qu'on a de moins en moins de visibilité sur les importations d'engrais dans certains pays. Or, si les engrais n'arrivent pas, ça entraîne le risque de rater la campagne suivante, parce qu'on peut pas... Le blé, on peut s'en passer pendant un petit moment, et puis on en a après. Les engrais, si on rate la période à laquelle il faut mettre des engrais pour préparer la campagne suivante, c'est foutu, on aura une campagne qui sera mauvaise, et donc ça va avoir des impacts pendant 1 an ou 2 ans. Et là, on n'en connaît pas encore les impacts définitifs, mais ce qu'on voit, c'est que on a très peu de visibilité sur les dates d'arrivée des navires. La plupart des navires ne vont plus en mer Noire. Or, il y a beaucoup d'engrais qui arrivent d'Ukraine et de Russie. Et donc ça pose des problèmes. Et récemment, je participais dans le cadre du Forum africain des ports, et je discutais avec le patron de l'autorité maritime et portuaire de Madagascar, Jean-Edmond Randrianantenain, et on a reparlé de quelque chose qui était devenu presque un tabou depuis 30 ans, c'était le retour des armements nationaux. Avant, tous les pays, en Afrique, chaque pays avait son armement national. Tous ces armements ont fait faillite, parce qu'avec l'agrandissement, le gigantisme des navires porte-containers, ils n'arrivaient plus à suivre. Et donc, tous ces armements se sont effondrés les uns après les autres. Et aujourd'hui, les pavillons nationaux, dans la plupart des pays d'Afrique, sont quasi inexistants. Et aujourd'hui, les pays s'aperçoivent, en particulier les pays insulaires ou les petits pays, qu'ils sont totalement dépendants de quelques armements, puisque le trafic de containers est tenu par 3 grands principaux armements, en tout cas sur le continent africain, et que les stratégies commerciales et financières de ces groupes privés peuvent mettre en danger l'économie d'un pays, ce qui est politiquement inacceptable pour un pays, ce qu'on comprend tout à fait. Et donc la question se pose en disant, mais est-ce qu'il ne faut pas avoir quand même une solution de secours, d'avoir un armement national ou régional peut-être sur certains groupements de pays, pour au moins pouvoir être toujours connecté au hub où on est sûr que les gros navires vont passer et pouvoir aller chercher et emmener ces marchandises. On a eu le cas, je vais prendre l'exemple du Gabon et du Nord-Congo, qui a encore énormément de mal à exporter son bois. Les gens signent des contrats, ils ont des contrats, ils doivent expédier du bois, mais si les navires ne passent pas, ils peuvent pas expédier le bois, et il y a une vraie réflexion de se dire, mais finalement, le tout container, c'est une solution quand tout va bien, mais ça rend dépendant. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a des paradigmes qui sont en train de changer. Tout le monde réfléchit, et donc ces crises, elles obligent à remettre en cause ce qu'on pensait qui fonctionnait un peu comme une horloge, ça fonctionnait tout seul. Et puis d'un coup, on s'aperçoit que finalement, c'est relativement fragile. Même, bon, quand même 3 crises importantes, parce que c'est quand même des inédits. Le Covid, le blocage du canal de Suez et une guerre en Europe, et le blocage quasi total de la mer Noire en termes de trafic de marchandises. C'est quand même inédit, mais ces 3 événements mis bout à bout entraîne une vraie remise en question de la manière de voir la logistique comme on la voit depuis 20 ou 30 ans.
Merci Denis, et je pense effectivement qu'on va avoir sûrement un épisode pour aborder cette histoire d'armement qui est un enjeu majeur, effectivement, qui quelque part aussi cause ce problème de dépendance de plusieurs, on va dire, pays africains. Et j'aimerais bien effectivement essayer de regarder un élément que nous on a l'habitude de voir, c'est CPCS, en regardant un peu les déterminants, on va dire, pour le choix d'un itinéraire ou pour un chargeur, l'aspect coût, l'aspect temps, l'aspect fiabilité et l'aspect risque-information. Et j'ai l'impression que ces crises-là, effectivement, aujourd'hui, ils sont en train, effectivement, d'augmenter les coûts, d'augmenter les délais. Et il n'y a aucune visibilité aujourd'hui, effectivement, sur quand est-ce qu'on va avoir sa marchandise. Et le risque, on va dire, il est là, l'information n'est pas trop fiable. C'est un grand enjeu majeur. Ceci met fin à la première partie de cet épisode. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour la deuxième et dernière partie, toujours avec notre invité Denis Cordel. Le développement de l'Afrique passera inévitablement par le développement d'infrastructures qui favorisent une croissance économique durable et inclusive, une économie du bien-être. Ceci fait du développement des infrastructures une affaire pour tous, une affaire de tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Infrastructure et Développement. Ceci est un cadre d'échange pour vous. Partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de votre appréciation et de vos suggestions d'amélioration. À très bientôt pour un autre épisode.